Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien du Club du mercredi. Comme vous l'observez, nous avons investi dans du matériel, nous avons tenu compte de vos différentes remarques sur la qualité du son. Aussi, avant de commencer de poser des questions à notre invité Philippe Comte, je tiens tous à vous remercier pour votre soutien, qu'il soit d'ordre moral comme financier, pour tout ce que nous avons fait durant l'année 2020. Et puis donc un remerciement effectivement particulier pour les tipeurs qui nous ont permis d'acheter un micro qui, je l'espère, sera suffisant pour vous faire bénéficier du meilleur son. En sachant qu'on va quand même s'équiper aussi des meilleures capacités techniques ensuite pour traiter le fichier son. Alors, c'est pour cette raison que je vous précise que l'enregistrement de cet entretien a lieu le 6 janvier 2021. La date du 6 janvier intéresse plus les personnes qui regardent un petit peu ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui que les personnes qui s'intéressent aux questions plus générales, plus mondiales, comme celle du coronavirus, que nous allons aborder dans un instant avec Philippe Comte. Mais l'actualité va quand même très vite, donc il est possible que cet entretien, s'il est publié le 8, le 9 ou le 10 janvier, il est fort possible que nous ayons appris de nouvelles choses entre-temps. Donc merci de ne pas en tenir compte. Comme je vous le disais, nous sommes avec Philippe Comte, qui est un chef d'entreprise, ancien cadre de l'Union populaire républicaine, mouvement que tu as quitté, Philippe, au mois de juillet, c'est ça? C'est cela, en effet. Donc tu as quitté au mois de juillet pour rejoindre, enfin pour créer, faire partie des créateurs d'un mouvement nommé Génération Frexit. Tout à fait. Génération Frexit dont Absolument. nous Et j'en avons suis bien content. reçu. Voilà, Génération J'en Frexit suis, dont... Oui. je dis j'en suis fort content Ah, de cette création de Génération Frexit. nous avions reçu d'ailleurs le président du mouvement, Charles-Henri Gallois, dans un précédent entretien. Et donc tu es également, en dehors de ça, auteur pour Front Populaire. Oui, j'ai écrit un article, j'espère en écrire quelques autres un peu plus tard, en effet. Philippe, j'ai souhaité te recevoir car tu as des prises de position peu conventionnelles sur la question du coronavirus et de la crise sanitaire et par extension de la crise économique actuelle. Peu conventionnelles, du moins du moins sur Internet et dans les cercles dits du souverainisme et de la pensée un petit peu de position. Tu as un ensemble de positions qui sont très nuancées sur ces questions-là, qui me semblent être assez mesurées et raisonnables. Et je voulais te donner la parole pour approfondir les réflexions que tu mènes sur Twitter. Alors, je tiens à préciser à nos auditeurs que ça n'est ici en aucun cas une prise de position officielle du Club du mercredi. Ce n'est pas la peine de venir en commentaire nous expliquer que nous sommes trop alarmistes ou pas assez alarmistes, que nous sommes pro-vaccin ou anti-vaccin, ou que je ne sais quel autre reproche ou quelle autre félicitation vous pourriez nous faire. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est simplement de vous fournir des éléments pour le débat. Et Philippe va nous aider à y voir un petit peu plus clair dans les affaires actuelles, parce que au fur et à mesure qu'on réalise des entretiens avec les gens, finalement, on se rend compte que tout ça est quand même très flou. Philippe, selon toi, quels sont les responsables du désordre actuel? Alors, tout d'abord, je voulais aussi préciser que c'est ma position personnelle, que ce n'est pas la position de Génération Frexit, qui n'a pas d'ailleurs de position officielle sur ce type de débat sanitaire, parce que tout simplement, il faut être médecin pour avoir vraiment une position officielle, il faut être spécialiste. Et je crois que pour l'instant, à Génération Frexit, nous n'avons pas, en tout cas à l'intérieur de notre mouvement, de réels spécialistes en la matière, même si nous avons des soutiens. Donc, je vais donner une position qui est une analyse personnelle, mais qui n'est, je répète, je ne suis pas un expert du tout en la matière. J'essaye, en revanche, d'avoir une réflexion rationnelle et non passionnelle et éviter les biais de confirmation, parce que ça, c'est parfois ce qui nous menace tous, c'est d'essayer de trouver dans toutes les choses qui se passent dans le monde une confirmation de ce que l'on pense déjà dans d'autres circonstances. Or, malheureusement ou heureusement, le monde est complexe. Et on ne peut pas coller obligatoirement telle analyse d'une situation sur une autre situation. Voilà. Donc, je pense que cette crise sanitaire, cette pandémie, déjà, a quasiment surpris tout le monde. Et donc, il y a eu
un effet de panique, un effet de… Vous savez, le principe, quand il y a un deuil, on commence par le nier, puis après on se met en colère, et puis finalement on finit par l'accepter, mais tout ça, il y a des phases. Eh bien, je crois que pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette année 2020, je crois qu'il y a différentes phases qu'il faut réussir chronologiquement à comprendre. Et de voir que l'incompétence, je dis bien l'incompétence et non pas le grand complot, est la plus grande des explications. D'accord, donc selon toi, c'est vraiment le mouvement de panique général qui a mené nos dirigeants à une incompétence, ou du moins une incompétence qui était déjà Alors, il y avait une préexistante. incompétence, voilà. Il y avait une incompétence qui précédait l'arrivée de la pandémie. On a mis des gens incompétents à différents postes. On a fait un millefeuille administratif, particulièrement d'ailleurs avec l'échelon européen. Il y a beaucoup de psittacisme, c'est-à-dire que les gens ont copié les uns sur les autres. Je vais prendre un exemple avec le remdesivir. Au début, alors on peut même remonter plus loin avec le début de la crise, hein, avec tout simplement son apparition en novembre-décembre en Chine, même si maintenant on s'aperçoit que le virus était sans doute présent en Italie et en Espagne à peu près à la même date, mais en tout cas c'est en Chine. Il commence à y avoir plus de morts que d'habitude, que les Chinois essaient de savoir de quoi il s'agit. Et au début, ils pensent que c'est un virus, mais qu'il n'y a pas de transmission d'humain à humain. Et finalement, c'est le 31 décembre 2019 qu'une biologiste s'aperçoit qu'il y a une transmission d'humain à humain. Et pendant environ une dizaine de jours, mais seulement une dizaine de jours, la Chine va taire cette découverte. Pendant 10 jours, en effet, on peut dire que les Chinois ont eu une volonté de ne pas communiquer cela à l'OMS et à l'ensemble de la planète. Pourquoi? Parce que là où il y avait beaucoup de morts, c'était à Wuhan. Et bien entendu, tout le monde a fait le rapport entre la découverte du virus et de la transmission d'humain à humain à Wuhan et le fameux laboratoire P4. Eux l'ont fait, bien entendu, tout de suite. J'imagine que quand les autorités chinoises ont vu qu'il y avait un virus qui était à Wuhan, ils y ont pensé en premier. Et donc, pendant les 10 premiers jours, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Alors, selon les uns, ils ont nettoyé parce que c'était là d'où ça venait. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça ne venait pas du laboratoire P4. Après, je le répète, après y avoir pensé très longtemps. Au début, j'avais fait comme tout le monde, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Ça doit venir d'un virus qui s'est échappé bêtement d'un laboratoire. Et j'ai fini par abandonner cette hypothèse, justement parce que le virus était présent dans d'autres parties du globe. On l'a su après. Donc c'est cette information-là qui t'a fait changer d'avis. Oui, en grande partie. Il y en a plusieurs, mais c'est la principale. C'est-à-dire que le fait qu'il soit présent en Espagne et en Italie apparemment dès le mois d'octobre fait que ça ne peut pas être quelque chose qui soit échappé fin novembre de Wuhan comme on a voulu à un moment le dire. Alors, mais bien entendu que les autorités chinoises, au début, il faut s'en mettre à leur place et voient quelque chose de nouveau arriver. Et elles pensent obligatoirement à ça. Donc elles vont taire, elles vont faire ils vont vérifier avec la directrice du laboratoire de Wuhan qui leur dit non, 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 non. Mais bon, peut-être qu'elle ment, peut-être qu'elle n'est pas au courant, peut-être que c'est un accident dont elle n'est même pas au courant, qu'un laborantin qui sort en s'étant mal lavé les mains ou je ne sais quoi ou autre. Bon. Résultat des courses. Pendant 10 jours, il cache au monde, mais seulement 10 jours. Or, vous allez avoir après un discours qui va être tenu essentiellement aux États-Unis, mais qui va être repris en Europe, en disant la Chine a caché très longtemps l'étendue, la Chine a menti, la Chine a menti. Certes, la Chine a menti, elle a menti 10 jours. Enfin, du moins, elle a caché 10 jours l'existence
du virus. Mais au bout de 10 jours, je crois que c'était le 11 janvier de mémoire, on pourra vérifier, et là, il y a eu une communication à l'OMS. Et le 20 janvier, il y a eu le résultat du laboratoire de cette biologiste qui avait trouvé, qui a été communiqué. Et il y a eu un discours de Xi Jinping, je crois qu'il date du 24 ou du 25 janvier, qui dit « Nous sommes face à un démon ». Nous sommes face à un démon. Or, Xi Jinping, ce n'est pas quelqu'un qui a le verbe haut. C'est quelqu'un qui emploie des termes mesurés en diplomatie. Or, quand il dit « Nous sommes face à un démon », bien, on pouvait se poser la question dans l'ensemble des ambassades occidentales en Chine, les différentes agences de presse, etc., pouvaient dire attention, il y a quelque chose. Si Xi Jinping parle d'un démon par propos d'un virus, c'est que c'est autre chose que le H1N1. Bon. Eh bien, résultat des courses, on peut dire que les informations sont arrivées et elles ont été mises sous le bas de la pile, aussi bien par l'ensemble des gouvernements d'État que par l'Union européenne et par la commissaire européenne à la santé, Madame, je crois, Kyriakides. Rien. Ensuite, tout au long du mois de février, les gens qui s'intéressaient un petit peu à justement, comme souvent la sphère souverainiste large, regarde autre chose que les médias mainstream. Il y a un média qui a très bien couvert dès la fin janvier, début février, le virus qui était en Chine et qui commençait à arriver en France, c'était le site Les Crises d'Olivier Berruyer. Je pense que tout le monde connaît ici, ou ceux qui ne connaissent pas, je les incite à aller vérifier et aller s'inscrire pour pouvoir recevoir les newsletters des Crises. C'est un très bon site. Et pendant tout le mois de février et début mars, le site a dit attention, il n'y a pas de réaction, ni en France, ni dans l'Union européenne. L'Allemagne, elle, vérifiait qu'elle avait suffisamment de respirateurs. On pensait que c'était simplement un virus respiratoire à l'époque. Bon, et ça arrive en Italie. Et là, c'est dévastateur en Italie du Nord. Et pendant ce temps-là, aucune réaction en France. On dit qu'on est prêt, on n'a pas de masque, on n'a pas de test, on n'a rien du tout, rien. Bon. Au début, je pense qu'ils ont voulu faire comme les Suédois, jouer l'immunité de masse. C'est pour ça que Macron a dit sortez au théâtre le 7 mars, il le disait encore. Le 15 mars, c'était un confinement total. Et puis, devant l'énormité de ce qui se passait en Italie du Nord, ils ont fait un virage à 180 degrés, et là, tout à coup, ils ont dit on fait un confinement. Juste, Philippe, je te coupe une seconde parce qu'une question me revient avant qu'on s'éloigne trop des dates de janvier-février. En Chine, souviens-toi, à l'époque, il y avait des vidéos qui circulaient de gens qui tombaient dans la rue. Ces deux médecins ou patients qui avaient carrément changé de couleur de peau après avoir contracté le coronavirus. Il y avait quand même des faits qui étaient très alarmants et peut-être trop alarmants qui circulaient sur Internet. Qu'ont fait nos élites face à ça? Elles ont été, selon toi, dans le déni, elles ont mis ça de côté, elles n'ont pas voulu le voir, ou au contraire, elles ont été prises de peur et elles ont été paralysées en quelque sorte par la peur. Ou alors même, troisième option, est-ce que c'est pas la Chine et les services chinois qui ont volontairement exagéré la dangerosité du coronavirus pour faire flipper l'Occident en diffusant de telles images? Parce que personne n'est tombé dans nos rues. Alors, certes, il est tout à fait possible que pour alerter, il y a eu des images un peu dures qui aient été envoyées par les services chinois. Pourquoi pas? On peut imaginer, peut-être qu'il fallait ça pour réveiller l'Occident, c'est possible. En tout cas, on peut dire qu'il n'y a eu aucune réaction. Alors pourquoi? Moi, je crois franchement que le discours c'est qu'une grippe qui a été tenu par des médecins médiatiques comme Sim a fait beaucoup de mal. Beaucoup de gens, d'ailleurs, j'en profite ici, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la sphère souverainiste qui adorent le professeur Raoult. Moi, je trouve il est très bien. Maintenant, bon, je pense qu'il s'est trompé, par exemple, dans l'estimation du danger du Covid-19. Il a parlé de s'il y a quelques Chinois qui meurent, il pensait que c'était un virus classique. Comme à un moment, il a dit ce sera un virus qui aura une courbe en cloche, où il n'y aura pas de deuxième vague.
Mais je ne lui reproche pas de s'être trompé. C'est ce type de pandémie, ça arrive une fois tous les siècles. La dernière fois, c'était la grippe espagnole. Bon, il a tout à fait le droit de se tromper. Il aurait dû peut-être mieux le reconnaître quand on lui a posé la question. Il a dit que c'était pas le même virus, etc. Je trouve que c'est pas honnête intellectuellement. Il se serait grandi en disant oui, je me suis trompé. En tout cas, je pense que beaucoup de gens ont pensé plus ou moins comme lui, en disant ben voilà, c'est peut-être une grosse grippe, ça va peut-être. En fait, c'était une légère peste. Voilà, c'est d'ailleurs Olivier Berruyer qui avait sorti cette expression. C'est pas une grosse grippe, c'est une légère peste. Or, il y a eu un aveuglement. Alors, un aveuglement parce que business as usual, parce que nos politiques, par exemple, ils étaient tous focalisés sur les municipales. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de l'UPR, l'UPR à l'époque était aussi focalisé sur les municipales. On n'a pas entendu, alors que d'habitude, il y a des critiques par rapport à la politique sanitaire, ceci, cela. Bon, on n'entendait pas à l'époque, c'était, ben voilà, il faut qu'on ait des conseillers municipaux. Et je pense que la plupart des partis politiques en France, en tout cas, ils regardaient si leurs copains allaient avoir un siège de conseiller municipal là, adjoint au maire là, s'ils pouvaient emporter la mairie de Trifouille et les Oies, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y avait un aveuglement lié, je pense, au fait que nous avons aujourd'hui des politiciens et non pas des hommes et des femmes d'État. Il y avait des choses beaucoup plus importantes et là, on le voit encore, par exemple, même aujourd'hui, Blanquer, il parle de se présenter au régional de 2021 là, qui arrive, mais il n'a pas assez de boulot aujourd'hui à gérer avec l'éducation nationale. Enfin, on peut se demander réellement si notre personnel politique est digne de diriger la France. Voilà. Je crois que c'est, mais même à bas niveau, hein, je le vois dans la ville de Tours, ou de villes municipales qui disaient mais écoutez, prenez des dispositions, désinfectez les transports en commun, les bus, le tram. Oh bon, vous croyez? Bon non, c'est pas si grave. Oh ben non, moi j'ai entendu Michel Sim, il me disait que c'était qu'une grippe. Voilà, et ça je crois que ça a été à très haut niveau. Un déni, le fait de dire vous paniquez parce que vous êtes complotiste, hein, voilà, il y a ça aussi et puis derrière toute une chaîne de c'est pas moi, c'est l'autre qui est responsable. Ça c'est de plus en plus le cas. Et alors je voulais revenir sur le remdesivir. Le remdesivir, c'est que au début, il y a en effet la panique aux États-Unis. Au moment où ça arrive aux États-Unis, il y a eu d'abord Trump panier. Il a dit c'est pas très important. Ensuite, il a dit on peut utiliser hydroxychloroquine. Puis bon, après, on a vu que ça marchait, mais pas tant que ça, particulièrement à New York, où il y avait plein de morts. Et à ce moment, il y a eu une panique. Il fallait absolument trouver un traitement, parce qu'on savait qu'un vaccin, ça mettrait plus de temps. Donc, il y a eu Gilead qui a fait une étude, alors dans des conditions un peu bizarres. Elle s'appelle ACCT1. Et elle est parue le 29 avril en disant, ben voilà, on a un bon traitement. Et la Food and Drug Administration, je crois, a mis l'autorisation sur le marché 3 jours après. Alors que d'habitude, ça prend beaucoup plus de temps. Mais en effet, il y avait une accumulation de morts, particulièrement sur la côte Est à l'époque, il fallait agir en urgence. Et bien entendu qu'il devait y avoir des tas de coups de téléphone à l'ensemble de l'administration pour dire une solution, trouvez-nous une solution, trouvez-nous une solution. Et là, je pense qu'il y a eu la panique. Et ce ACCT1 qui a donc mis sur le marché le produit de Gilead était une mauvaise étude. Alors, est-ce que Gilead l'a volontairement truqué? On peut imaginer que ça les intéressait de vendre, alors parce que il y a eu un calcul de fait qui a d'ailleurs été fait en avril, donc le même mois, comme quoi la fabrication de ce médicament coûtait environ
la dose coûtait environ 5 $, le traitement général, et il était vendu 2 440 $. Donc j'imagine en effet qu'ils avaient un intérêt à ce que les États-Unis et le monde entier commandent leurs produits. Oui, mais là, Ça, c'est Philippe, sûr. c'est quoi? Est-ce que, ça veut dire qu'il y a un lobby, comme on l'entend dire, il y a le lobby pharmaceutique qui pousse derrière pour mettre en avant le remdesivir et qui donc vend 2400 $ parce que, quitte à faire un billet, autant faire un gros. Ou alors c'est simplement l'offre, c'est simplement la loi de l'offre et de la demande et qu'il y aurait potentiellement la planète entière qui commanderait du remdesivir si tant est que ce soit un traitement efficace, que c'eût été un traitement efficace plutôt, et qu'on n'avait pas la Oui. possibilité d'en produire suffisamment pour tout le monde. Donc nécessairement, les doses se faisant rares, le prix augmente. Parce que là, dire ça coûte 5 Oui, dollars à produire, donc il faut le vendre 6, c'est pas, c'est pas logique, non, c'est pas bon par rapport à la situation. bien sûr, et de toute façon, il y avait des frais de recherche. Je ne veux pas dire qu'il fallait le vendre 6 quand ça coûtait 5. Bon, en général, les marges dans l'industrie pharmaceutique prennent les frais de recherche, heureusement, en compte. Mais, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de complot de Big Pharma là-dessus. Parce que Gilead, c'est Gilead. Et Gilead n'a pas de rapport avec les autres laboratoires qui sont ses concurrents, d'ailleurs. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont tous réunis au fond d'une salle sombre pour dire on va ruiner les États. Non, c'est que Gilead, à l'époque, était le seul à avoir une étude qui finalement s'est révélée fausse, mais qui avait une étude qui pouvait tromper les politiques en disant ben voilà, on a là un traitement. Et la pression était telle, en plus on était en année électorale aux États-Unis, pour dire ben voilà, on a un traitement. Ils n'ont pas été regardés plus loin. Et à partir de là, il y a eu l'Union européenne qui a fait strictement la même chose, puisque c'est un petit peu après, le 25 juin, que l'Agence européenne du médicament, toujours avec la Commission européenne et Mme Kyriakides, je crois, voilà, qui signe la mise sur le marché du médicament. Et en commande pour une petite dose pour 63 millions d'euros, de dollars, je sais plus, je crois que ce sont des dollars, 63 millions de dollars pour un petit test. Et de là, on s'aperçoit, comme beaucoup de traitements, que ça n'améliore pas grand-chose et que même finalement, c'est même plutôt l'inverse. Et il y a une autre étude qui est lancée, qui est Solidarité. Et Solidarité va donner des résultats, mais qui arriveront après, et là, il y a vraiment un scandale, après l'accord cadre de commande de l'Union européenne pour le médicament Gilead. Et en plus, le calendrier est cruel puisque l'accord cadre, c'est le 8 octobre et le fait que qu'on s'aperçoive que Solidarity pense que le remdesivir n'est pas un bon médicament, c'est le 9 octobre. Donc, on peut être certain d'une chose, c'est que Gilead, qui participait à l'étude Solidarité, savait que cette étude allait être négative et a poussé l'Union européenne, et en l'occurrence Mme Kyriakides, à signer cet accord qui là porte sur 1,2 milliard. On n'est plus sur les 63 millions. On parle de big money. Alors certes, 1,5, heureusement, certains États n'avaient pas fait de précommande. La France avait heureusement échappé. On a au moins ça qui a fonctionné. On n'en a pas commandé beaucoup. On avait commandé sur la dose des fameux 63 millions au début, mais pas sur 1,2 milliard. Mais d'autres pays de l'Union européenne se sont fait arnaquer. Il faut dire ce qui est. Alors, est-ce que Mme Kyriakides était sous influence de Gilead ou est-ce qu'elle était simplement incompétente? Je n'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est que l'Union européenne et le commissaire à la santé savaient qu'il allait y avoir une étude de l'OMS sur ce médicament qui s'appelait Solidarity, qui allait donner des résultats mi-octobre, et ils signent avant les résultats un accord cadre d'1,2 milliard. Là, on a, en effet, à se poser la question si on est sur l'influence ou l'incompétence.
Les deux ne s'excluant pas, d'ailleurs. On peut être tout à fait incompétent et influencé. Hein. C'est possible. Mais en effet, là, oui, il y a un problème. Et c'est, je pense, il faudra à un moment, d'une manière ou d'une autre, que la justice s'y penche, tout en sachant que les commissaires européens ont l'immunité. Et oui, ils ne sont pas responsables juridiquement de leurs actes, ce qui est quand même assez désagréable dans ce type de situation. Bon, alors du coup, effectivement, l'échelle européenne ne nous a pas réellement protégés et on a mis dans les mains d'une personne, soit incompétente, soit influencée, soit l'un et l'autre, comme tu viens de le dire, un pouvoir de décision qui la dépassait totalement. Mais bon, finalement, c'est un grand classique de l'Union européenne. Oui, oui, tout à fait. On retrouve là l'incompétence, voire l'influence, en effet. Alors, il y a quand même une chose qui me gêne un peu. Plus on passe du temps sur Internet, et Dieu sait qu'on a eu le temps de traîner sur le net depuis un an, au gré des confinements et au gré des couvre-feux, plus on se rend compte que, enfin, ou du moins, on croit se rendre compte que les chiffres se contredisent et on entend un discours qui reprend celui que tu tenais tout à l'heure en disant c'est une peste douce ou c'est un démon, pour reprendre les mots de Xi Jinping. Et face à ce discours, on a des gens qui nous disent attendez, c'est 3% de la population seulement 3 à 4% seulement qui est positive au virus. Ça touche seulement une infime partie de la population. Les gens qui meurent ont 84 ans, donc les jeunes, ne vous inquiétez pas, les jeunes et moins jeunes, ne vous inquiétez pas de Problème de l'attraper, son, c'est si rien. tu peux répéter. Je n'ai pas entendu la dernière phrase. Désolé pour nos auditeurs si on a un ou deux petits problèmes de son. Je traiterai le fichier à l'audio après, on verra. Oui, je te disais, on a un discours aussi sur Internet qui finalement minore l'importance de l'épidémie et surtout sa violence. Hein, on entend dire que finalement ça tue personne, que les personnes âgées qui en décèdent sont des gens qui seraient morts dans tous les cas, que personne ne l'attrape, 4% de la population seulement, enfin 4% des tests passés seraient positifs. D'ailleurs, positif et quelquefois faux positif, et qu'on ferait tout ça pour d'autres enjeux que de simples enjeux sanitaires. Est-ce que, selon toi, si tu as des idées là-dessus, si tu as des données, quel est ton avis? Est-ce que cette maladie est réellement dangereuse? Est-ce qu'on est réellement en situation de pandémie? Est-ce que nos hôpitaux sont vraiment sous tension? Est-ce que les mesures de confinement, au moins le premier, étaient justifiées? Bah, il est évident que quand on voit les courbes, aussi bien des décès que des cas positifs, alors les cas positifs c'est un peu différent parce qu'au niveau on n'a pas de test, alors donc il est difficile de pouvoir comparer. La seule chose qui peut se comparer réellement, ce sont les décès et la surmortalité. Bon. Eh bien, on a eu une surmortalité énorme au début de la première vague et aujourd'hui on a une surmortalité, alors elle fait moins de pics, elle est beaucoup plus sur un haut plateau et en effet, n'oublions pas que nous sommes avec aujourd'hui des tas de gestes barrières. Nous avons des masques, nous avons du gel hydroalcoolique. Or, si par exemple la grippe ou la gastro-entérologie comment dire, a disparu, le coronavirus, lui, continue de pouvoir aujourd'hui toucher encore de plus en plus de personnes. Le variant anglais qu'on appelle, ou le variant sud-africain, ont l'air d'être encore pire. Si, imaginons qu'on enlève nos masques, nos gestes barrières, qu'on rouvre les bars, qu'on vive comme avant, mais ce serait une hécatombe. Alors, on va me dire, oui, mais en Suède, c'est pas une hécatombe. Alors, c'est une hécatombe si on compare à la Finlande, à la Norvège et au Danemark, qui sont ses voisins, qui ont à peu près la même densité de population. Parce que l'important pour un virus, c'est la densité de population. La Suède, c'est un pays où la densité de population est très faible. Vous allez à Stockholm, c'est une ville qui est très agréable à vivre, mais où les gens sont assez loin les uns des autres. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas la densité non plus de bars et de restaurants que l'on peut trouver en Europe du Sud. Il n'y a pas le même type de vie. Les gens, par exemple, souvent, en Europe du Nord, ne se serrent pas la main, ils se font coucou, hi, comme ça.
Mais Donc, il Philippe, y a bien entendu. Philippe, je te coupe à nouveau, pardonne-moi, mais quand tu es 6 autour d'une table, tu es 6 autour d'une table. C'est pas une question de densité de Oui, population. Une table ronde, il y a 10 personnes. En France, on nous dit qu'il faut fermer les restaurants parce que tu vas attraper le coronavirus si tu manges avec 5 autres personnes. En Suède, ils le font et on entend dire partout que eux ne l'attrapent pas. Après, la densité de population dans des appartements, dans des maisons individuelles, etc., c'est autre chose, évidemment. Mais voilà, pourquoi les bars, pourquoi les restaurants, ils ont les mêmes fréquentations que nous. alors, je suis pas sûr qu'ils aient les mêmes fréquentations de bars et de restaurants. Je n'ai pas les chiffres. Je sais qu'en général, comment dire, dans les pays du Nord, on va souvent au bar le vendredi soir et le samedi soir. On n'y va pas trop pendant la semaine. Bon. Je me souviens parce que j'ai visité ces pays et j'ai vu que c'était par contre un rituel que d'aller bien boire le vendredi soir et le samedi soir. Mais par contre, il n'y a pas de, il n'y a pas du tout le je ne dis pas qu'en France les gens vont tous les jours au café ou au restaurant, mais souvent le petit noir, c'est quelque chose qui dans le rituel, parfois avant d'aller au travail, etc. Les gens ou en revenant, les gens s'arrêtent au bistrot. Je pense Mais qu'il y a le, beaucoup de le petit noir, c'est un café, hein? Tu parles d'un Oui, mais un café? café, mais il suffit. Oui. Oui, mais il Non, mais suffit parce que d'être je au veux pas qu'on comptoir. soit. Voilà, faut faire attention au langage. Ah oui, Les gens d'accord. se font pas un petit noir avant d'aller au travail ou après le travail. On boit juste une tasse de café, hein. Absolument. Voilà, le tasse de café, pardon. Eh bien, le principe de la sociabilisation autour d'un bar, c'est en effet Europe du Sud, c'est souvent aussi le Royaume-Uni, c'est le sud de l'Allemagne, mais je vais dire au nord de Bruxelles, quoi. Et on n'a pas le même type de sociabilité. C'est plus concentré sur quelques jours. Ça peut jouer. Bon, il y a plein de choses il y a plein de choses qui jouent. Le fait que les gens tout simplement ne se serrent pas la main et qu'ils ils disent bonjour en présentant la main comme on a maintenant l'habitude de le faire depuis un an. C'est aussi un facteur. Bon, il y a des tas et des tas de facteurs de transmission d'un virus, mais bien entendu que la densité de population, alors, les transports en commun aussi, c'est très important. Vous allez dans un transport en commun, vous prenez le RER B ou la ligne 13 à Paris, et vous prenez un bus à Stockholm, ben, c'est pas la même chose. Il n'y a pas l'entassement qu'il y a. Il n'y a pas simplement que les restaurants. Hein. Il y a le fait, parce que aujourd'hui, les restaurants sont fermés et le virus continue de frapper. Donc, il n'y a pas que les restaurants. Je ne veux pas taper les restaurants et les cafés, mais l'ensemble de la société suédoise ne peut pas être comparé à une société française, italienne ou même anglaise. C'est pas du tout le même mode de vie. Il faut comparer avec la Finlande, il faut comparer avec la Norvège. Et là, par contre, la Suède fait bien moins, enfin bien pire que la Finlande et la Norvège qui ont de très, très, très légers taux de mortalité. Oui, mais justement, quant au nombre de morts, si on prend comme critère le nombre de morts, euh, Oui. je crois qu'hier, il a été annoncé, donc hier, le 5 janvier, il a été annoncé 850 morts sur le territoire français. Si tu remets ça en perspective par rapport à la population, ce qui est le premier réflexe de chacun, tu te dis 850 sur 70 millions de personnes, en grossissant un peu les chiffres. Finalement, est-ce que ça justifie un couvre-feu? Moi, je me parle depuis Nancy, hein. Nous, on a le couvre-feu à 18 heures. Je peux te dire que c'est vraiment extrêmement désagréable. Est-ce que ça justifie un couvre-feu à 18 heures? Est-ce que ça justifie 2 confinements? Et effectivement, les gens regardent l'âge des personnes qui décèdent. On nous dit en plus sur les 850, tu as des personnes qui avaient des facteurs qui étaient des facteurs de prédisposition à développer des formes de maladies graves, ou alors qui étaient simplement très âgés, qui de toute façon, dit de façon un petit peu cynique, de toute façon, soit ils ne passaient pas l'hiver, soit ils n'auraient pas passé l'été 2021. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se confiner pour ça? Et donc là, tu as un mouvement de rejet des mesures sanitaires. Est-ce que le coronavirus est vraiment une maladie dangereuse à ce niveau-là? Alors, en effet, elle touche plus les gens faibles. Alors, on peut bien entendu avoir un choix de société. On peut se dire que, bah oui, voilà, les faibles n'ont qu'à disparaître. C'est d'ailleurs, je crois que la droite américaine avait ce type de discours. Je ne sais plus, c'était un gouverneur je sais pas si c'était le Texas ou l'Arkansas qui disait, bah oui, c'est comme ça, on ne va pas sacrifier les vieux pour l'économie. Alors, ça peut se défendre.
Mais il faut savoir que quand même, c'est un type de société très particulier. Moi, je pense qu'on juge une société à comment elle traite les plus faibles. Et si on laisse les gens mourir parce qu'ils sont faibles, vieux ou obèses ou je ne sais quoi, ben finalement, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ça devient une société un peu, je vais dire, un peu barbare, j'emploie le terme. Et puis le virus, quand il a fini de taper ceux-là, ben, il tape les autres. Parce que le principe, on le voit d'ailleurs avec le variant anglais, qui lui semble, j'ai pas encore il y a eu des choses contradictoires qui ont été, même l'AFP d'ailleurs a écrit une fake news là-dessus. Bon, sans le vouloir, je pense, mais elle a été un petit peu alarmiste. Mais semble toucher les enfants. Bon, est-ce qu'il faut attendre que le virus ait une variation supplémentaire pour qu'il vraiment il touche les enfants pour que les gens se disent ah bah oui je vais réagir parce que là les enfants c'est quand même plus grave que les vieux. Je pense qu'il faut, quand on est face à cette saloperie qui va attaquer l'humanité entière, alors, bien sûr, il commence par les plus faibles, mais après, les autres suivent. Hein. Quand un virus varie, il finit par toucher l'ensemble de la population. C'est ce qui est en train de se passer avec le variant anglais, c'est ce qui se passe avec le variant sud-africain qui est surnommé The Beast. Il faut tu peux nous en dire éradiquer ce plus sur le virus. variant sud-africain? On en entend très peu parler. J'ai ce que tout le monde voit sur Internet. Il est à la fois apparemment plus virulent et plus mortel. Voilà. Donc, il est temps quand même je vais dire, de toute façon, même si on s'aperçoit que c'est pas strictement le cas, il y en aura bien un autre. Le virus va muter il va toujours essayer de pouvoir s'accrocher à un être humain. Il faut l'éradiquer. Il faut l'éradiquer, comme on a éradiqué la variole. Il va y avoir, je pense pour cela, des vaccins. On va en arriver peut-être au sujet sur les vaccins. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas d'avis sur la question d'un point de vue médical, mais je pense qu'il faut essayer, car il n'y a pas de gigantesque risque. Alors, il y a toujours un risque avec la vaccination, même la vaccination contre la grippe. Hein, il y a un risque, même la vaccination comme les ROR, il y a un risque très minime. Bon, il y a toujours la balance entre risque-bénéfice. Eh bien, que ce soit les vaccins traditionnels, ça on peut en parler en effet, il se trouve que l'Occident a choisi aujourd'hui les vaccins à ARNM qui sont Pfizer et qui sont Moderna. Bon, AstraZeneca, c'est encore pas tout à fait la même chose, et délaisser les vaccins chinois et russes qui sont basés sur une technologie plus classique. On peut se poser la question, pourquoi on met sur le marché en premier les Occidentaux et on méprise les vaccins chinois et russes. Apparemment, ils n'ont pas l'air ça a l'air de bien fonctionner dans certains pays. Je ne parle pas, bien entendu, parce qu'on va dire les chiffres chinois ou les chiffres russes, il ne faut pas leur faire confiance, ce qui peut très bien se comprendre, mais Non, il y mais a les d'autres Argentins se pays, font disons, vacciner avec où le le vaccin Sinopharm russe. a été exactement. Je crois que les Mexicains ont pris le chinois ou les Égyptiens, je ne sais plus. Enfin bon, en tout cas, on peut très bien se poser la question pourquoi l'Agence européenne du médicament et toujours la Commission européenne ont privilégié les Occidentaux. Ça, oui, on peut se poser la question. BioNTech, Pfizer et le vaccin Moderna soient des poisons. Ils peuvent même, au contraire, être vraiment une solution parce que ces vaccins-là sont moins sujets à pouvoir, au cas où le virus mute, la technologie. Alors, il y a des sites spécialisés, ce serait un petit peu lourd de les lire là, mais pour ceux qui sont sur Twitter, si vous suivez quelqu'un qui s'appelle Pierre Tavernier, il a mis plusieurs threads extrêmement intéressants sur comment fonctionne un vaccin ARNM.
Et il serait très facile de pouvoir modifier un vaccin à ARNM si le virus mutait. Il est en train de muter, on s'en aperçoit. Donc, c'est plutôt quelque chose de très positif. Alors, on va dire, oui, mais regardez, vous avez une personne ici qui a eu un choc anaphylactique, vous avez une autre personne, mais c'est toujours le cas. Il y a toujours, dans tout vaccin, vous trouverez toujours une personne à qui ça ne réussit pas, ou deux ou trois. En revanche, vous allez sauver des centaines de milliers de personnes. Oui, ce qu'on te dit aussi, c'est regardez, telle personne s'est fait vacciner et a pourtant transmis le virus 5 jours après. On est d'accord, Philippe, que j'ai vu Jacques Sapir répondre à ça sur Twitter et sa réponse est vraiment excellente. Si ce qu'il dit est vrai, un vaccin, ça n'agit pas à H+1. Ça n'agit pas immédiatement. Il faut 2 à 3 semaines de temps d'action dans le corps pour que les anticorps, parce que le but d'un vaccin, c'est ça, c'est que quand tu te fais vacciner, ça te crée des anticorps pour combattre la partie de maladie. Tu m'arrêtes si je ne la partie du virus qu'on a introduit en toi. Le but, c'est que ton corps fasse des anticorps pour le combattre. Et pour ça, il y a du temps. Donc, 4 jours après, quelqu'un transmette le virus parce que le corps n'a pas encore produit les anticorps et ne l'a pas encore protégé, ça peut s'entendre. D'autant plus, je crois, qu'on n'a aucune sûreté, enfin aucune information sûre quant à la fin de la transmission post-vaccination. Oui, et en plus, il faut 2 doses pour vraiment être protégé. Donc, là, la personne était tombée malade après la première dose, et non pas après les 2 doses. Donc, bien entendu, il y a un temps pour que l'organisme fabrique ces fameux anticorps. Enfin, du moins, apprenne à reconnaître le virus et utilise les anticorps pour le combattre. Donc, oui, il y aura toujours, on peut toujours pointer un cas ou deux, de toute façon. Il y aura toujours un choc anaphylactique. Et il y aura aussi, puisque les vaccins ne fonctionnent jamais à 100%. Hein. Pfizer annonce 95, Moderna annonce 94, je crois que Sinopharm a annoncé 92. Bon, il y aura toujours 8%, 5% des gens chez qui ça ne marchera pas. Il faut le savoir. Donc, on pourra toujours trouver un cas où on dira, regardez, là, ça n'a pas marché. Mais si on veut penser à une immunité collective en vaccinant une grande partie de la population, finalement, le fameux R0 tombera et à la fin, le vaccin, le virus sera éradiqué par la vaccination de la population. Oui, c'est intéressant que tu viennes sur ce sujet-là aussi, parce que un des contre-arguments qui est souvent opposé à la vaccination, c'est bon, il y a 40% de la population française qui veut se faire vacciner, elle a qu'à se faire vacciner. Moi, je fais partie des 60 qui ne veut pas entendre parler. C'est ma responsabilité personnelle, ça ne regarde que moi, donc je ne me fais pas vacciner et vous venez pas m'embêter. Seulement, toutes les personnes qui nous tiennent ce discours oublient le concept de couverture vaccinale. Absolument. Absolument. Et je pense d'ailleurs que c'est ces gens qui pensent comme ça. Alors, comment dire, je les excuse. Pourquoi? Parce qu'on leur a tellement menti sur des tas et des tas de choses, qui disent, là aussi, on ment. Je ne jette pas la pierre aux gens qui sont hyper critiques. Je dis qu'ils se trompent parce que souvent, on les a trompés et que maintenant, à la fin, quand on ment, quand les gens reçoivent des mensonges en permanence, ils finissent par ne plus croire à la vérité. C'est un principe. Moi, je comprends que les gens soient méfiants. Mais quand ils disent moi, ça ne me regarde que moi, là, par contre, eh bien, ils finissent par, malgré eux, avoir intégré l'idéologie dominante du je, moi, je et mon intérêt personnel passe avant tout, qui est l'idéologie qui construit, par exemple, ce que nous combattons, c'est-à-dire l'Union européenne, par exemple, qui est une structure néolibérale qui tient justement à détruire l'ensemble de tout ce qui peut être collectif pour n'avoir que des consommateurs individuels régis par le choix individuel face au marché. Eh bien, de se dire moi eh bien, je pense que ce n'est plus la bonne réponse et que ce n'est plus la bonne idéologie, tout simplement. Et alors, je répète, je n'en veux pas individuellement justement aux personnes qui
ont ce réflexe, parce qu'on leur a tellement aussi asséné, d'ailleurs, même dans la publicité, hein, parce que je le vaux bien. Voilà. C'est cette petite musique qui dit vous avez un choix individuel, un choix individuel, un choix individuel, et moquez-vous du collectif. Eh bien, je pense que c'est une idéologie qu'il faut combattre parce qu'elle est funeste. Et d'autant plus en cas de pandémie. Mais là, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'ils ont un comportement collectif. Ils s'organisent en collectif anti-vaccin, ils font il y a des médias anti-vaccins, il y a des Oui. représentants, entre guillemets, du collectif anti-vaccin, et finalement, dans l'esprit des personnes anti-vaccins, encore une fois, juste avant de terminer ma phrase, c'est pas une prise de position du Club du mercredi, ni Philippe ni moi ne sommes médecins, nous ne vous recommandons pas particulièrement d'aller vous faire vacciner à tel endroit avec tel vaccin sous telle modalité, c'est pas le propos, hein. Juste on essaie juste de prendre un tout petit peu de recul et de donner un petit peu de nuance aux deux gros discours qu'on peut trouver sur Internet ou dans les médias officiels et dominants. Et justement, les gens ont l'impression de s'organiser en collectif contre le système de domination, donc contre aussi l'Union européenne, et que c'est en refusant ce vaccin qu'ils vont pouvoir faire tomber l'Union européenne, faire tomber les représentants de l'État français dans lesquels ils ne croient plus, etc. Et toi, là, tu nous dis au contraire, bah non, ça, c'est une attitude qui en fait reprend les codes de ce qui a permis la création de l'Union européenne et la création de notre société actuelle. Eh bien, c'est là où il faut faire un peu de dialectique. C'est en effet, et je crois d'ailleurs, et là, on peut dépasser le point de vue de cette histoire de pandémie et de vaccin pour parler en général du complotisme et en général de la pensée hypercritique. Je le répète, on peut le voir, c'est la même chose d'ailleurs. Alors là, c'était vraiment une tarte à la crème et un marronnier avec l'histoire du 11 septembre 2001. C'est la même chose. Plutôt que de voir que nous sommes gouvernés par des incompétents, par des branquignoles, par des gens qui n'ont rien voulu voir. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient intéressés à leur propre carrière politique ou à un pouvoir dire pousse-toi de là que je m'y mette aux concurrents. Ils se sont désintéressés du bien commun. Et quand on est hypercritique, on se dit mais non, en fait, ils ne se désintéressent pas du bien commun, ils veulent la destruction du bien commun. Et ils font tout pour le détruire, hein, pour ceci, pour cela, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont gouvernés par le diable, parce que ils sont payés pour ça. Bon, on peut entendre des tas de choses. Alors, il y a peut-être quelques-uns hein, qui sont payés. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de corruption, bien sûr qu'il y en a. Mais la plupart du temps, c'est simplement une question d'incompétence et d'irresponsabilité. De se dire, tout ça, c'est fabriqué. Tout ça, c'est pour, par exemple, casser l'économie. Ils veulent détruire les restaurants, par exemple, j'ai entendu ça. Ils veulent, parce que comme ça permettra à des chaînes de racheter les emplacements numéro un des restaurants. Les mêmes qui ont Mais encore la non, cantine du ministère ouverte et personne qui ne sont les peut, derniers à personne pouvoir ne aller veut manger au détruire restaurant. l'économie. Voilà. Voilà. Personne n'a intérêt à ça. Par contre, il y a eu des erreurs, des imbéciles. Or, en revanche, les gens qui sont hypercritiques donnent au gouvernement une capacité de dire, ben vous voyez, la souveraineté populaire, c'est une mauvaise idée parce qu'on est face à des gens qui vont croire n'importe quoi. Et ça permet au gouvernement de pouvoir en plus excuser ses propres incuries. Par exemple, de ne pas avoir de vaccin, et dire oui, ben on n'en a pas, mais pourquoi? Parce que les gens n'en veulent pas. Ça ne sert à rien, pourquoi on en aurait commandé, vu qu'on est déjà obligé d'expliquer aux gens que ça sert à quelque chose. Ça permet vraiment de pouvoir euh, donner des excuses et des moyens de pouvoir discréditer la souveraineté populaire en
en pointant les erreurs. Il y en a qui sont spécialistes de ça. Par exemple, je pense à M. Tristan Mendès-France, je pense à M. Rudi Reichstadt. Ils pointent tous les trucs les plus abominables, hein, je sais pas moi, les reptiliens, les gens qui pensent que la Terre est plate, ou je ne sais pas. Il y a toujours quelques fous. Bon, je sais pas, les chemtrails aussi. Et puis, à l'intérieur de tout ça, regardez, vous avez des gens qui veulent sortir de l'Union européenne. Et mais voilà, les gens qui voient des chemtrails partout et qui veulent sortir de l'Union européenne, ce sont les mêmes. Philippe, Et nous avons, puis, toi et moi, fait partie d'un mouvement où c'était les mêmes. eh bien justement, je suis obligé de dire, et c'est la raison pour laquelle je suis content d'en être parti, c'est que j'ai découvert pendant la campagne interne à l'UPR qu'il y en avait beaucoup. Moi en Touraine, j'en avais pas vu. Il y en a peut-être un qui était un peu particulier, mais bon, je n'avais pas vu de militants complètement allumés. Pendant la campagne interne à l'UPR, j'ai eu des attaques. Alors, on m'a dit que j'étais, je sais pas, vendu aux juifs, que j'étais franc-maçon, que j'étais, je sais pas, des trucs, mais bon, mais d'où sortent-ils? Bon. Et j'ai vu aussi qu'il y avait sur la liste qui a été élue quelqu'un qui avait parlé de chemtrail. Bon. Ben, c'est pas un béni pour nos adversaires. Ils disent, regardez, c'est une bande d'allumés, il n'y a que des allumés qui veulent sortir de l'Union européenne, il n'y a que des fous. Bon. Or, ça, il faut l'éviter. Il faut essayer de peser au trébuchet ce que les critiques, il faut en faire, mais tomber dans l'hypercritique, ben c'est un peu comme dans un match de tennis, mettre les balles hors des limites du cours, taper trop fort, et finalement, ben, ça ne fait pas le point. Et ça, c'est malheureusement une tendance que nous pouvons tous, les uns les autres, avoir. Je ne m'exclus pas, moi aussi, des moments où je suis allé un peu trop loin. Bon, mais j'essaye de l'éviter. Et je pense que c'est préjudiciable à l'ensemble des idées que nous défendons. Tu vois une solution face à ce qu'il est bon de qualifier de problème, hein. C'est réellement un problème. C'est un problème qui est récent en plus, hein. L'état du complotisme sur Internet n'était pas le même en 2015 qu'il ne l'est aujourd'hui. De plus en plus d'articles, même dans certains médias qui nous sont défavorables, qui s'alarment de l'impact du complotisme sur des familles, par exemple. C'est un problème que je connais. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si les gens, si tu veux, le problème, c'est que comme nos gouvernants sont incompétents, ils deviennent arrogants. Comme ils sont Oui. arrogants, nous, on devient méfiants. Et à mesure que nous devenons méfiants, ils ne peuvent plus rien faire. Et donc, le peu qu'ils vont le faire, ils vont le faire avec incompétence. Et donc, ça se nourrit. Quel est le maillon qu'il faut retirer pour faire sauter la chaîne? On ne peut pas reprocher au peuple d'être méfiant et de se dire, à chaque fois qu'on me dit quelque chose sur TF1 ou sur France 2, on essaye de me duper. C'est en effet actuellement un énorme problème parce que il faut, c'était Curzio Malaparte dans son livre où il parlait des chevaux du lac Ladoga. Pour échapper au feu, les chevaux s'étaient plongés dans un lac gelé et étaient morts gelés. C'est-à-dire qu'en effet, c'est dans le livre Caput de Curzio Malaparte, eh bien, pour échapper au feu, on tombe dans la glace, ou pour échapper à la glace, on tombe dans le feu. La lisière n'est pas toujours facile à trouver. Je pense en effet que c'est un travail de tous les jours. Ça demande de se renseigner et de surtout croiser les sources au maximum, de ne pas toujours lire des choses avec lesquelles on est d'accord. Je pense que c'est très important de pouvoir éviter le maximum de biais de confirmation. Se frotter l'esprit à des gens compétents de l'autre côté. C'est important. La philosophie grecque, surtout les présocratiques, elle était dialectique. Il fallait entendre les deux côtés. Or, aujourd'hui, que ce soit nos gouvernants qui ne veulent pas entendre de discours qui ne sortent
du cadre de ce qu'ils veulent considérer comme le camp du bien. Je suis bien d'accord que le problème vient d'abord d'en haut. Mais en réaction, en effet, il y a les gens qui souffrent. Hein, et quand on souffre, ben, on ne pense pas obligatoirement toujours de manière rationnelle, hein, c'est normal. Eh bien, ils se raccrochent parfois à des leurres. Alors, ça peut être des leurres politiques, hein, on sait bien, par exemple, c'est le Rassemblement national ou le NPA ou des gens qui ont des, des fausses solutions, on le sait, mais aussi à l'intérieur même, je parle de notre famille large, j'emploie le terme souverainiste pour faire très large, même si il faudrait définir exactement ce mot, mais en effet, on peut parfois tomber dans des explications très manichéennes, le bien contre le mal, ils sont obligatoirement le mal en face, ils n'ont que des mauvaises intentions. Non, je pense même que nos pires adversaires n'ont pas obligatoirement de mauvaises intentions. Simplement, ils ont une autre vision du monde. Ils ont une idéologie qu'il faut combattre pied à pied, mais c'est pas obligatoirement des monstres assoiffés de sang ou autres. Alors, il y a des intérêts, hein, des petits intérêts, là, entre copains, on se renvoie l'ascenseur, ça existe partout. Et parfois aussi chez nous, ça existe. Hein. Mais simplement, il y a moins de place à se partager. Donc, obligatoirement, on a moins ce type de problème. Mais imaginons que demain, on soit au pouvoir, ce que j'espère, avec nos idées triomphent. Nous aurons aussi à gérer parfois des gens qui voudront tel poste ou tel poste. Hein. Ça existera aussi, malheureusement. Oui, parce que n'oublions pas que si on a une vision binaire des choses, celui qui était dans le camp d'en face a vocation à y rester, celui qui incarnait le mal a vocation à incarner le mal à jamais. Et par exemple, en t'écoutant, m'est venu l'exemple de Philippe Douste-Blazy. Philippe Douste-Blazy, il y a 15 ans, était ministre de la Santé, était dans le gouvernement français et pouvait être considéré comme un des acteurs du camp du mal. Et aujourd'hui, est un des soutiens les plus farouches du professeur Raoult. Donc, il faut quand même pas avoir une vision binaire des choses. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est. Là, alors, il y a des adversaires qui le resteront. Hein. Je doute que demain, des gens comme, je sais pas moi, Daniel Cohn-Bendit ou Bernard Kouchner ou autres nous rejoignent. Il ne faut pas exagérer. Euh, il y a des limites. Bon. Mais en effet, les gens peuvent évoluer. Là, je vois par exemple, je discutais il n'y a pas si longtemps via Twitter avec Madame, c'est une journaliste d'Arte, Madame Moutet, je crois, qui est une européiste à fond, hein, presque fanatique. Et puis, là, ces derniers temps, elle trouve que l'Union européenne a très, très mal géré la crise sanitaire. Elle se pose des questions. Bon, je pense que voilà, plutôt que de lui tomber dessus et dire ouais, vous êtes une européiste, c'est bien fait, voilà ce qu'il y a, etc. Ben non, il faut dire discutons-en. Vous voyez, ça marche pas toujours. Et finalement, ça marche pas toujours, mais ça marche pas le plus souvent. Les gens finissent petit à petit par changer. C'est pas en leur rejetant des anathèmes à la figure en permanence. Alors bon, ça m'est arrivé, hein, je n'ai pas dit le contraire. En plus, sur Twitter, j'ai un peu la dent dure. Mais en effet, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Hein. On y arrive en ayant des arguments rationnels, en considérant l'adversaire politique comme pas obligatoirement ni comme un vendu, ni comme un imbécile, ni comme un salaud, etc. Non, comme quelqu'un qui n'a pas la même opinion et qu'il faut qu'on convaincre rationnellement. Et on a suffisamment, je pense, d'arguments pour le faire. On n'a pas besoin d'inventer telle ou telle catégorisation de complot ou autre. C'est pas la peine. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Bien sûr qu'il y a des jeux d'influence, bien sûr qu'il y a des agents d'influence en France. Je ne vais pas citer de nom parce que je n'ai pas envie d'avoir des procès en diffamation, mais bon, on en connaît tous. Je crois que même Régis de Castelnau on a même cité un il n'y a pas si longtemps sur Twitter. Donc, les gens qui veulent du name dropping, donc à aller voir son compte.
Philippe, on va arriver au terme de notre conversation, mais une chose me gêne et je voudrais pas qu'on ait l'impression en nous regardant de voir deux petits bourgeois qui ont tout le temps de s'informer sur Internet et qui viennent donner des leçons de morale en expliquant que finalement c'est plus dangereux qu'on ne le croit, que la vaccination c'est bien et que les gens qui pensent le contraire vraiment sont bêtes et ne savent pas s'informer. Je tiens à préciser que c'est pas le propos de notre discussion. Que si c'est le ressenti que vous avez en nous regardant, c'est pas franchement l'objectif, et que nous comprenons que chacun ne puisse pas prendre le recul toujours nécessaire pour bien mettre les informations en perspective. D'autant plus qu'on n'a pas tous le temps de passer 3-4 heures par jour sur Internet à confronter les sources, à croiser les informations et à se faire une opinion quotidienne. L'actualité va vite. Donc, un fait d'actualité, ça demande très longtemps pour avoir une opinion arrêtée dessus et nourrie. Et là, l'actualité bouge énormément. Philippe, est-ce que tu peux nous donner outre le blog Les Crises, toi qui es très actif sur Twitter, quelques comptes Twitter à suivre pour essayer de comprendre un petit peu mieux la crise sanitaire, au moins la crise sanitaire actuelle, et puis éventuellement, si tu as connaissance d'outils qui nous permettent de gagner du temps et de rejeter plus facilement les thèses complotistes les plus radicales. Alors, je ne dis pas qu'il faut rejeter toutes les thèses complotistes. Hein. Je dis qu'il ne faut pas tomber dans le complotisme délirant. Mais bien entendu qu'il y a des. Par exemple, là, le retour, j'ai appris aujourd'hui que Victoria Nuland revenait au département d'État aux États-Unis. Bien entendu qu'on risque d'avoir des déstabilisations de pays à travers la politique américaine. Bien entendu qu'il y a des, il y a des, je ne voudrais surtout pas passer pour totalement anti-complotiste. Il y a en voir nulle part, en voir partout. Ce sont deux écueils qu'il faut éviter. Voilà. Donc, et je comprends, moi, les gens qui en cherchent, parce qu'il y en a. Par contre, il ne faut pas tomber pour en voir partout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les sites ou les gens à suivre sur Twitter que je conseillerais, bon, tout à l'heure, j'ai cité Pierre Tavernier parce qu'il a fait une très bonne recherche. J'aime beaucoup un site, alors c'est pas trop sur la crise sanitaire, il y a eu quelques articles. C'est un site critique, pas hyper critique, mais critique, c'est-à-dire que justement, c'est le bon niveau, à mon avis, d'analyse critique du monde, ni trop ni trop peu. C'est Entelekeia, Asso Entelekeia. C'est Entelkhia. Eh bien, ça, c'est un compte à suivre. C'est une amie qui s'appelle Corinne Otero-Roussel qui l'anime, qui traduit beaucoup de presse internationale. Alors, c'est du mainstream ou pas, mais par contre, c'est du mainstream qu'on n'a pas l'habitude de lire en, en France. Par exemple, le South China Morning Post de Hong Kong, par exemple, sur la crise sanitaire, on avait beaucoup de renseignements, beaucoup plus de renseignements qu'en Europe pendant les 6 premiers mois de l'année 2020. Pour s'informer, il fallait aller sur ce journal de Hong Kong. Bon, ben, elle le traduit. Bon, elle traduit plein d'autres journaux, les uns de mainstream international, les autres Consortium News, etc., qui sont un petit peu plus dans la sphère, je vais dire, underground. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est référencé. Il n'y a pas de fake news. C'est tout à fait vérifiable en croisant les critères. C'est un site que je conseille fortement. Dernière question qui peut laisser à penser aussi que tout ça relève du complotisme, enfin du complot, ou que certains points du moins de la crise actuelle relèvent d'un complot, c'est toutes les dispositions qui sont prises par l'État français d'un point de vue sécuritaire et de privation de liberté sur le long terme. Tu as vu que on fait Ah passer oui, beaucoup de choses actuellement sur le dos de la crise oui, sanitaire. C'est vrai que ça vient de me revenir là à l'esprit, mais on ne peut pas ne pas en oui. parler parce que c'est un pan Ah ben qui oui. prend de plus en plus d'importance. Et non seulement on va affronter, enfin, on est en train d'affronter la crise sanitaire, on va affronter une crise économique terrible, mais en plus, on va affronter une privation de liberté aussi très importante. Ça, pour le coup, on est peut-être en droit de penser que ça n'est pas nécessairement
de l'incompétence de la part de nos dirigeants, mais que ça relève peut-être d'une volonté de leur part de contrôler un petit peu les foules parce que les temps vont être durs et que 2022 arrive et que c'est peut-être bien de ne pas avoir trop de troubles dans le pays, si tant est que l'échéance de leurs mesures soit à 2022. Tout à fait d'accord. Alors là, je parlerai d'opportunisme. C'est pas ils n'ont pas prévu ça à l'avance. Ils profitent de la crise. Alors, c'est pareil avec le terrorisme. Voilà. Que ce soit la pandémie ou que ce soit le terrorisme, ils utilisent ces vraies menaces pour pouvoir passer des lois iniques qui ne vont d'ailleurs que très peu agir contre le terrorisme ou contre la pandémie, mais qui vont agir contre les libertés publiques. Ça, on est bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire que la pandémie n'existe pas ou que le terrorisme n'existe pas. Voilà. Il y a par contre, en effet, une bande d'opportunistes qui disent, ah ben tiens, c'est le moment dans le pacte de faire passer cette ignominie, cette loi scélérate et autres. Alors ça, entièrement d'accord. Bien, eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci Philippe de nous avoir accordé cet entretien. On te suit sur Twitter? Oui, c'est alors_compte. Voilà. D'accord. Un autre réseau sur lequel on peut te suivre éventuellement? Non, pour l'instant, je me concentre que sur Twitter. J'avoue que ça me prend déjà suffisamment de temps et d'énergie. Ok, alors donc on invite notre public à s'abonner à ton compte Twitter. Pour notre part, vous pouvez retrouver le Club du Mercredi évidemment sur sa chaîne YouTube, puisque c'est principalement là où vous pouvez visionner nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur Twitter où on est plus discret, mais nous y sommes. Et puis nous rejoindre sur notre page de Tipeee si vous souhaitez participer au financement du club, participer au financement de la journée souverainiste que nous n'avons pas perdue. Nous avons toujours l'idée de l'organiser et Philippe, tu étais invité à cette journée et tu le seras à nouveau. Mais on espère pouvoir la faire au plus vite et comme en toute chose, il nous faut aussi de l'aide pour le financement. Donc tout ça se passe sur Tipeee et on vous dit en tout cas à très bientôt. De nombreux entretiens arrivent. Le rythme ne sera pas aussi soutenu que par le passé parce que nous voulons faire des choses avec un niveau de qualité en matière audio un petit peu supérieur à ce qu'on faisait auparavant. Mais on va publier de nombreux autres entretiens. Philippe, merci encore. C'est moi qui vous remercie.